Voilà, bonjour à tous et bienvenue à cette session d'information sur les marchés publics pour les secteurs de soins de santé. Donc le titre est assez clair, le secteur des soins de santé doit-il respecter la réglementation des marchés publics? C'est une affirmation, on verra pourquoi. Et quelles sont les conséquences principales pour vos achats? Tout d'abord, en deux mots, je me permets de présenter la société à laquelle j'appartiens, qui s'appelle EBP, qui est une société qui est spécialisée dans l'assistance en matière de marché public, donc aussi bien pour les pouvoirs adjudicateurs que pour les sociétés. Donc nous donnons des formations en in-house ou des formations ouvertes pour tout ce qui est pouvoir adjudicateur, communes, provinces, les SPF, les hôpitaux, les maisons de repos, etc., etc. Donc pour tout ce qui est pouvoir adjudicateur en général. Nous intervenons aussi pour rédiger les cahiers spéciaux des charges, pour vous aider dans la rédaction de vos marchés publics, pour combler un peu le manque de personnel en la question. Donc nous sommes une série d'une quinzaine de juristes spécialisés dans cette matière. Nous faisons ça tous les jours. Et donc voilà un peu à ce sujet-là. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Tout d'abord, les institutions de soins de santé sont soumises à la réglementation des marchés publics. C'est une affirmation dans ce texte, dans ce titre de formation, et il me semblait quand même important de vous expliquer pourquoi les institutions de soins sont-elles ou non soumises à ces marchés publics. On verra qu'il y a eu un changement de réglementation qui est entré en vigueur le 1er juillet 2013 et qui a donc venu changer le champ d'application de ces marchés publics. Le champ d'application de la réglementation ne fait que s'élargir et donc tous les hôpitaux aujourd'hui sont censés respecter pour leurs achats et pour tous leurs achats les procédures de marché public. Pourquoi? Tout simplement parce que la petite phrase qui est reprise à l'article 2 de la loi du 15 juin 2006, donc la loi sur les marchés publics, nous dit maintenant, à partir du moment où une institution remplit 3 conditions, quelle que soit sa forme et sa nature, donc aussi bien une ASBL, une SCRL, une société privée qu'un hôpital public, doit respecter la réglementation des marchés publics. Quelles sont ces 3 conditions? La première condition, tout simplement, l'institution a été créée pour satisfaire spécifiquement un besoin d'intérêt général, autre qu'industriel et commercial. On verra sur le slide suivant que cette question de l'application de cette première condition ne se pose pas. Chaque hôpital, chaque maison de soins a effectivement une mission d'intérêt général qui dépasse la mission dans le secteur privé. Ça a été jugé par la Cour de justice de l'Union européenne qui a dit que les hôpitaux ont bien une mission d'intérêt général. Vous respectez donc cette condition. Deuxième condition, vous avez la personnalité juridique. C'est le cas pour tous les hôpitaux, pour toutes les maisons de repos. Tout le monde a la personnalité juridique, sans quoi elle n'existerait pas. Et même les ASBL ont la personnalité juridique de par la loi sur les ASBL. La troisième condition est subdivisée en 3 branches. Donc les 3 conditions sont cumulatives. Pour la troisième condition, dès lors qu'on respecte un des soit, nous sommes soumis à la réglementation. La première est soit l'activité est financée majoritairement par les autorités publiques. On verra pour les hôpitaux, cette question ne se pose pas non plus, de par l'intervention de la sécurité sociale. Chaque hôpital a un financement public majoritaire. La Cour de justice de l'Union européenne a également eu l'occasion de se prononcer à ce sujet et a dit que le financement de par la sécurité sociale était bien un financement public. Donc dès lors qu'on reçoit plus de 50% de financement public, nous respectons ces 3 conditions et nous devons respecter la réglementation des marchés publics pour tous nos achats. Si maintenant vous n'êtes pas financé à plus de 50%, mais que votre gestion est soumise à un contrôle des autorités publiques, c'est le cas notamment des CPAS qui contrôlent certaines maisons de repos, de par la loi sur les CPAS. Donc si on n'est pas financé à plus de 50%, mais qu'on est soumis à un contrôle de gestion, je dois également respecter la réglementation des marchés publics. Soit, si je ne suis pas soumis à ces 2 conditions-là, mais que plus de la moitié des membres de mon conseil d'administration, de direction ou de surveillance sont nommés par des autorités publiques, je dois également respecter cette réglementation pour mes achats. En clair, chaque institution doit se poser la question, est-ce que oui ou non, par rapport à mes statuts
actuel, je remplis ces 3 conditions. Si oui, je dois appliquer la réglementation des marchés publics. Sinon, je suis libre de continuer à conclure des contrats privés. Pour les hôpitaux, j'ai repris ces 3 conditions et on verra que la question ne se pose pas. C'est pour ça que le titre donnait une indication et non pas une question. Les hôpitaux, aussi bien privés que publics, sont bel et bien à considérer comme des pouvoirs adjudicateurs. Ce n'est plus une question à l'heure d'aujourd'hui. La condition 1, la personnalité juridique, on l'a dit, c'est le cas des hôpitaux, privés et publics, mais aussi des maisons de repos. C'est clair. La condition 2, il n'est pas contesté non plus que les institutions de soins de santé remplissent un besoin d'intérêt général qui est autre qu'industriel et commercial, notamment de par l'article 35 de la Charte européenne des droits fondamentaux qui prescrit à chaque État la mise en place d'un système performant en matière de soins de santé. Donc les 2 premières conditions sont remplies. La condition 3, on l'a dit également, le financement majoritaire, c'est le cas des hôpitaux, de par le biais de la sécurité sociale, et le contrôle de gestion pourrait être prouvé pour certaines maisons de repos, par exemple, par application de la loi sur les CPAS. Je l'ai dit, la Cour de justice s'est prononcée sur le fait de savoir si le financement de la sécurité sociale était bien un financement public, et elle a tranché dans ces termes en disant qu'il y a effectivement lieu de considérer qu'un financement d'un régime public d'assurance maladie, qui trouve sa genèse dans des actes de l'État et dans la pratique garantie par des pouvoirs publics et qui relève de dispositions du droit public, remplit bel et bien la condition du financement majoritaire par l'État. Donc, la question ne se pose plus, tout simplement pour que vous puissiez comprendre pourquoi vous êtes soumis à cette réglementation des marchés publics. Il existe une liste, donc on a un arrêté royal en matière de marchés publics qui vous impose la façon dont vous devez attribuer vos marchés. Donc les faits de publier un marché dans l'organe officiel, les différentes procédures de marché public, comment vous, pouvoir adjudicateur, vous, institution de soins, devez depuis le 1er juillet 2013 attribuer vos différents contrats. Vous n'êtes plus libre de faire ce que vous voulez. Et donc on a un arrêté royal qui est prévu et qui prévoit ici une liste d'institutions de soins de santé, entre autres, à côté des communes, des provinces, des CPS, et qui dit toutes ces institutions-là doivent, quoi qu'il arrive, respecter la réglementation. Je vous ai repris quelques petits exemples ici, notamment le centre hospitalier psychiatrique de la Chaîne OE à Mons, le centre hospitalier psychiatrique Les Marronniers à Tournai, l'universitaire Ziekenhuis Gent ou encore l'Openbare Psychiatrisch Zorgcentrum Van Geel. Toutes ces institutions-là sont considérées par le législateur comme étant un pouvoir adjudicateur. Ce n'est pas parce que vous n'y êtes pas repris que vous n'êtes pas un pouvoir adjudicateur, malheureusement. Donc toute une série d'institutions ne sont pas nommément reprises dans le texte, mais s'ils respectent les 3 conditions qu'on vient de voir avant, doivent quand même, pour tous leurs achats, respecter la réglementation des marchés publics. Donc la question doit s'analyser au cas par cas pour chaque institution. Quel est ce cadre légal, justement? Que devez-vous respecter pour vos achats? Ben, malheureusement, il existe un certain cadre juridique assez contraignant que vous devez respecter. Tout cela nous provient, en fait, à la base, d'une réglementation européenne qui est la directive 2004-18-CE. Secteur classique, pourquoi? Un hôpital doit être considéré comme un pouvoir adjudicateur qui est actif dans les secteurs classiques. Une réglementation spécifique existe en ce qui concerne certains pouvoirs adjudicateurs, comme par exemple la SNCB, la TEC de l'Ain n'appliquent pas la même réglementation qu'un hôpital ou qu'une commune. Une commune ou un hôpital sont considérés comme les secteurs classiques et ont une réglementation qui s'applique à eux. Malheureusement pour vous, cette réglementation est la plus sévère au niveau des marchés publics. Vous avez donc des règles les plus contraignantes en matière de marchés publics qui s'appliquent à vous. C'est comme ça, vous n'avez pas le choix, c'est une obligation de respecter cela. Une directive européenne n'a pas d'application en droit belge sans une transposition. Donc il faut qu'on ait une loi de transposition en droit belge. C'est ce qui a été fait, le législateur a pris différents textes pour permettre de transposer cette directive.
la fameuse loi du 15 juin 2006 qui transpose ici toutes les obligations de base en matière de marché public. C'est là-dedans qu'on va retrouver tous les principes généraux qui s'appliquent au marché public, la définition d'un pouvoir adjudicateur, tout ce qu'on vient de voir juste avant. En Belgique, une loi n'a pas d'application sans des arrêtés royaux d'exécution qui exécutent les principes généraux. Plus concrètement, en marché public, nous avons 2 arrêtés royaux d'exécution. Un arrêté royal du 15 juillet 2011 pour ce qui vous concerne, qui explique exactement la procédure de passation d'un marché public. La procédure de passation, ça veut dire quoi? Depuis le lancement du marché, depuis la prospection du marché, jusque ce et y compris l'attribution, le fait de désigner le gagnant de son marché. Un second arrêté royal parle quant à lui de toutes les règles générales d'exécution des marchés publics. Une fois que le marché a été attribué, on rentre dans l'exécution du marché public et dans un second temps, tout est également réglé par la réglementation des marchés. Que faire si un fournisseur livre en retard? Que faire si un fournisseur ne livre pas? Tout ça est prévu dans cet arrêté royal du 14 janvier 2013. On a encore une petite dernière loi, la loi du 17 juin 2013, qui prévoit toutes les obligations qui pèsent sur vous en matière d'information et de motivation. On verra que vous devez être le plus objectif et transparent possible dans l'attribution des marchés publics. Et donc, il existe une loi qui vous impose une certaine façon de travailler, qui impose de devoir motiver vos choix. Comment êtes-vous parvenu à désigner cette société-là comme vainqueur de votre marché? C'est très important puisqu'une société qui ne serait pas d'accord avec votre façon de travailler dispose de droits de recours par rapport à vos décisions. Tous ces recours sont également repris dans la loi du 17 juin 2013. C'est pour ça qu'on l'appelle loi recours. Donc, dans votre fameux cahier spécial des charges qui sert de base au lancement de votre marché, doit figurer toute cette réglementation des marchés publics. Voilà le cadre de base. Cela dit, encore des modifications sont intervenues. On se rend compte que la loi date de 2006, le premier arrêté royal de 2011, le troisième de 2013 et la deuxième loi de 2013 également. Depuis l'adoption de la loi en 2006 et le jour d'aujourd'hui, beaucoup de changements sont intervenus. Ces différents textes ont déjà évolué. Donc on a ce qu'on appelle des arrêtés royaux de réparation, puisqu'on s'est rendu compte de toute une série de malfaçons qui étaient présents dans cette loi ou ces arrêtés royaux. Des choses n'étaient pas très bien écrites ou même complètement fausses. Donc on est devenu modifier et réparer ce qui avait été mal fait. Je vous ai mis des petits points parce que malheureusement pour vous et pour moi, ce ne sont pas les derniers arrêtés royaux de réparation. Nous allons encore, au fur et à mesure, faire évoluer cette réglementation puisque suite à l'application, on se rend compte de certains problèmes, on vient y remédier par de nouveaux arrêtés royaux. Triste nouvelle encore, la formation ne se veut pas très réjouissante, mais malheureusement, on se rend compte que la directive européenne date de 2004. La Belgique aurait dû transposer cette directive pour 2006 au maximum. Nous avons donc plus de 7 ans de retard dans la transposition et nous avons été condamnés en tant qu'État belge plusieurs fois par la Cour de justice pour non-transposition de cette fameuse directive. Malheureusement, l'Union européenne a été beaucoup plus vite que la Belgique. Et depuis 2004, de l'eau a coulé sous les ponts. Et donc de nouvelles directives ont au jour d'aujourd'hui malheureusement déjà été adoptées. Ce qui veut dire qu'on a de directive 2014 qui va devenir remplacer la directive 2004. Qui veut dire remplacer la directive 2004 veut dire que tout le parcours législatif belge qui a permis l'adoption de tous ces textes va devoir se remettre en route. L'État belge devra donc avoir repris une nouvelle réglementation des marchés publics pour maximum 2016 et avril 2016 pour être précis. Donc cette réglementation qui s'applique à vous n'est que temporaire et normalement en avril 2016, on devrait avoir toute une nouvelle réglementation qui viendra réglementer vos achats. Voilà en ce qui concerne les textes juridiques.
Maintenant, que prévoit comme principe ces textes? Quelques principes de base évidents. Si on commence par le tout dernier, le principe de concurrence, c'est le principe même des marchés publics. Le but est de dire l'institution de soins qui est financée à plus de 50% dépense au final l'argent du citoyen. Il n'est donc pas normal qu'elle choisisse à elle seule les prestataires avec lesquels elle va travailler. Chacun peut avoir la chance de travailler avec cet hôpital. Et cet hôpital doit respecter la concurrence pour faire le meilleur achat, le meilleur rapport qualité-prix possible, parce qu'elle dépense des deniers publics. De cette obligation de concurrence découle un principe de non-discrimination. Je ne pourrai jamais discriminer une société qui se trouve dans la même situation. Je dois toujours traiter tout le monde avec équité et égalité. Toutes les sociétés peuvent participer à mon marché et je devrais toutes les traiter de la même manière. Je ne peux pas attribuer un marché à la société de mon épouse si je suis fonctionnaire ou si je travaille dans un hôpital. Je dois faire une mise en concurrence pour savoir que cette société-là était bien meilleure que les autres par rapport aux critères prévus. Donc très important à ce niveau-ci. Le principe de publicité, on le verra tout à l'heure également, qu'en principe, maintenant, chaque hôpital doit publier ses marchés, ses intentions d'achat dans le bulletin des adjudications, qui est un site internet e-notification.be, sur lequel toutes les sociétés vont pouvoir télécharger l'information pour pouvoir remettre une offre à votre hôpital. Donc, principe de publicité aussi très très important. Et le principe de transparence, vous devez toujours agir de manière transparente, motiver vos décisions. Comment avez-vous opéré le choix de votre fournisseur? Parce que toutes les sociétés peuvent introduire un recours, mais également des instances de contrôle peuvent venir contrôler votre façon de travailler. Donc important de toujours respecter la réglementation et de montrer, de garder les preuves de ce respect à cet égard. La situation actuelle, je vous ai repris un petit schéma pour montrer le droit commun. Avant le 1er juillet 2013, date fatidique de la mise en vigueur de la nouvelle réglementation, vous faisiez un peu ce que vous voulez. Chaque hôpital négociait, concluait des contrats comme bon lui semblait et surtout avec qui bon lui semblait. C'est aujourd'hui chose complètement révolue puisque maintenant, toute cette réglementation qu'on vient de voir s'applique à vous. Vous devez donc respecter toutes ces procédures et on a un cadre qui est beaucoup moins souple qu'auparavant. Maintenant, on ne choisira plus qui on veut, on choisira le meilleur par rapport aux critères convenus. Maintenant, le cadre dans lequel on va jouer sera constitué du CSC, du cahier spécial des charges, qui sera rédigé par votre hôpital et qui permettra l'attribution du marché par l'offre remise par la société et par nos fameuses règles générales d'exécution qui sont prévues dans l'arrêté royal du 14 janvier 2013. Hors de question d'aller prévoir des règles spécifiques, tout est prévu dans ces trois instruments. Donc aujourd'hui, on n'a plus cette liberté de pouvoir agir comme on l'entend. Les marchés publics se réalisent en plusieurs étapes et on se rend compte qu'il y en a beaucoup. Sur les 2 prochains slides, 18 étapes de base pour l'attribution d'un marché public. Comment ça se passe dans la pratique? Tout simplement, la première étape est la définition du besoin. Vous devez, plus qu'auparavant, pouvoir définir avant même de lancer votre marché ce dont vous avez besoin dans le moindre détail, puisque vous allez devoir publier les clauses techniques de votre marché qui serviront de base à l'attribution. Sauf procédure exceptionnelle, on ne pourra pas négocier sur ce qu'on avait prévu dès le départ. Donc la définition de son besoin devient quelque chose de primordial et d'essentiel, puisque de ces clauses prévues dans le cahier spécial des charges vont découler toutes les offres reçues. Au plus le besoin a été bien défini, au plus les offres que je vais recevoir vont correspondre effectivement à ce besoin. Donc étape qui est trop souvent négligée, on achète quelque chose, on ne sait pas trop bien quoi. Dans le secteur privé, c'est pas trop grave, on négocie le contrat. Dans le secteur public, il faut savoir exactement ce qu'on entend obtenir. Deuxième étape, la prospection. Prospection, puisque vous comme moi devons acheter des construire des bâtiments, acheter du mobilier, un parc informatique, des denrées quotidiennes. Ce n'est pas forcément évident. Nous ne connaissons pas tout sur tout. Et donc, il faut se faire aider par les fournisseurs.
Si on veut rédiger un bon cahier spécial des charges, il faut se faire aider. La prospection est maintenant permise, noir sur blanc, dans l'arrêté royal passation, qui dit qu'on a le droit, en tant que pouvoir adjudicateur, de consulter les solutions proposées par le marché. On a un article 5 qui le permet explicitement. N'hésitez pas à faire appel à cette possibilité. Ce n'est pas pour autant parce qu'on a consulté le marché qu'on va recopier dans son cahier spécial des charges les spécifications techniques d'un fournisseur et que lui seul est capable d'y répondre. Puisque dans ce cas-là, on ne respecterait pas le principe de concurrence qu'on vient de voir juste avant. Donc les clauses dans le cahier spécial des charges doivent permettre à toutes les sociétés, à tout le moins à plusieurs sociétés, de remettre offre dans le cadre de votre marché. Impossible de dire donc que je veux obtenir une Peugeot dans mon cahier spécial des charges. Je vais devoir décrire en détail les spécifications que ma voiture va devoir présenter. La troisième étape, non la moindre, le budget. Évidemment, il faudra budgétiser son marché. Quatrième étape, la description du marché. Très important pour pouvoir que la société qui remet offre se rende compte de ce que vous entendez obtenir. Cinquième étape, la détermination du type de marché. La réglementation des marchés publics s'articule autour de 3 types de marchés. Les marchés de travaux, les marchés de fourniture et les marchés de services. Il est donc primordial que vous qualifiez bien un marché de travaux comme marché de travaux, un marché de fourniture comme un marché de fourniture et un marché de services comme un marché de services. Les règles sont totalement différentes. Les marchés de travaux sont les plus compliqués. Les marchés de fourniture et de services ont également une réglementation spécifique. Les procédures ne sont pas les mêmes. Les règles générales d'exécution ne sont pas les mêmes. La qualification en travaux, fourniture, services est très spécifique en marché public. Ce qui, a priori, constituerait un service dans le sens du droit commun n'est pas forcément un service dans le sens des marchés publics. Il faut donc aller voir dans les définitions pour classifier son marché. On a des annexes qui nous donnent un marché de démolition d'un bâtiment, par exemple, qui, a priori, dans le sens courant, serait un marché de service. Une société vous rend un service en enlevant un bâtiment d'un terrain. Dans les marchés publics, il s'agira d'un marché de travaux. Il faut le savoir, il faut pouvoir connaître ces règles pour bien qualifier son marché. C'est très, très, très important. La prochaine étape est la détermination de la valeur de son marché. Étape primordiale également, puisque de la valeur va dépendre la procédure que je vais utiliser. On verra tout à l'heure que les marchés publics marchent en fonction des paliers. De autant à autant d'euros, je peux utiliser telle procédure. De tel montant à tel montant, je peux utiliser une autre procédure. Il est donc très important que votre hôpital, que votre institution ait correctement déterminé la valeur de votre marché. Puisque si vous l'avez sous-estimé et utilisé une procédure que vous n'auriez pas pu utiliser en fonction de la valeur réelle, vous allez pouvoir également être remis en cause. Donc, estimez bien votre marché tout le temps sur la durée totale. Si c'est un marché de 4 ans, il faudra prendre en compte le marché pour les 4 ans. Le choix du mode de passation, élément primordial également, en fonction de cette valeur, on verra comment opérer le choix du mode de passation dans les slides qui vont suivre. La constitution du cahier spécial des charges, qui n'est pas l'étape la moindre et qui pour moi est la plus importante au niveau de la passation. Rédiger un bon cahier spécial des charges n'est pas mince affaire, c'est assez difficile. Il est constitué de différentes parties. Une partie administrative qui va prévoir vraiment comment va se régler votre marché, la procédure, les critères d'exclusion, critères de sélection et les critères d'attribution. Quelle est la différence, pour faire simple, entre ces 3 ? Les critères d'exclusion sont des critères que les sociétés doivent remplir pour pouvoir participer au marché public. À titre exemplatif, par exemple, ne pas avoir été condamné pour fraude ou corruption, avoir payé ses obligations en matière d'ONSS, avoir payé ses obligations en matière de TVA, avoir payé son impôt des sociétés. Donc toute une série de formalités administratives que la société qui veut participer au marché va devoir démontrer respecter. Important puisque certains sont obligatoires. Je vous parlais d'ONSS, de TVA, de condamnation pour fraude, blanchiment d'argent. Tout ça est obligatoire. Vous devez, en tant que pouvoir adjudicateur, contrôler tout cela. Les critères de sélection sont des critères qui vont permettre de s'assurer que la société qui va participer à votre marché ait bien les compétences pour remettre une offre dans le cadre de ce marché.
Si j'entends obtenir des médicaments, il va peut-être falloir que la société ait un minimum de chiffre d'affaires et déjà des références suffisantes dans le même secteur. Si je veux construire un nouveau bâtiment, je voudrais bien que l'architecte dispose bien d'un diplôme qui lui permet d'être architecte. Tout ce genre de choses qui paraissent évidentes dans le secteur classique doivent aussi être prévues en matière de marché public. Il faut prévoir dès le départ toutes les exigences auxquelles est soumis votre marché. Les critères d'attribution seront ceux qui vont permettre de départager les offres que vous avez reçues. On va d'abord vérifier est-ce que les offres reçues correspondent bien aux critères d'exclusion et de sélection. Et seulement s'ils respectent tous ces critères, dans un deuxième temps, on va contrôler les critères d'attribution, notamment le prix, on pense en premier, mais en marché public, il n'y a pas que le prix qui compte. On peut choisir une procédure où seul sera évalué le prix, ce qu'on appelle la procédure d'adjudication, mais on peut également utiliser d'autres procédures comme l'appel d'offres où plusieurs critères seront pris en compte. Par exemple, le prix, la qualité des produits proposés, les délais de livraison, les garanties proposées, le service après-vente, la rentabilité, etc. Tout ça sont autant d'éléments qu'on va pouvoir évaluer en critères d'attribution. La prochaine étape, une fois que son cahier spécial des charges a été rédigé, c'est de le communiquer aux différentes sociétés. Soit par une publication, on verra que sauf cas exceptionnel, on doit toujours publier, sauf dans certains cas de procédures négociées sans publicité. On dit bien qu'il n'y a pas de publicité. Cette procédure est possible jusqu'à 85 000 €. Ici, on ne devra pas publier son cahier spécial des charges, mais on peut l'envoyer directement, consulter différentes entreprises de son choix. Attention, consulter des entreprises qui sont susceptibles de pouvoir répondre à vos marchés. On voit parfois des pouvoirs adjudicateurs qui consultent 3 sociétés effectivement, mais s'ils ont besoin d'acheter des médicaments, ils consultent 2 cabinets juridiques et une société qui effectivement livre des médicaments. Consultez donc bien au minimum 3 sociétés qui peuvent répondre à votre marché. Ensuite, l'ouverture des offres. On va devoir laisser un certain délai aux sociétés pour rédiger leur offre. Et de nouveau, on ne peut pas faire n'importe quoi. La loi prévoit des délais minimums à respecter. Les sociétés ont droit d'avoir un certain délai pour rédiger leur offre. Une fois passé ce délai, on prévoit ce qu'on appelle une ouverture des offres. Une ouverture des offres, c'est une séance publique qui se déroule dans votre institution où les différentes sociétés viennent déposer leurs offres, tout simplement. On prend acte de ces offres dans un PV d'ouverture des offres pour pouvoir fixer qui a remis offre dans les temps voulus. Les offres qui parviendront après cette séance d'ouverture devront être considérées comme tardives et vont devoir être jetées à la poubelle. Dans les marchés publics, les règles sont strictes. Ceux qui ne les respectent pas ne pourront pas faire partie des règles du jeu. On va ensuite évaluer les offres qu'on a reçues en temps utile. Évaluer selon quoi? Selon nos fameux critères qu'on avait prévus. Nos critères d'exclusion, de sélection et nos critères d'attribution. Plus, évaluer est-ce que l'offre qu'on me propose correspond en tout point aux critères définis dans le cahier spécial des charges, notamment aux critères techniques. Est-ce que ce médicament est bien composé de telles molécules tel que je l'avais demandé dans le cahier spécial des charges? Si oui, l'offre sera considérée comme régulière, sinon, je dois écarter de nouveau cette société. On va donc devoir prendre une décision motivée d'attribution qui dit comment je suis parvenu à déterminer la société adjudicataire, donc la société qui a remporté le marché public et avec qui je vais travailler pour une durée maximum de 4 ans. Un marché public a une durée maximum de 4 ans. On va devoir ensuite informer les sociétés qui ont voulu participer à mon marché. Toutes les sociétés que j'ai évincées, toutes celles qui n'ont pas obtenu le marché doivent pouvoir comprendre pourquoi vous ne les avez pas choisies, pourquoi vous les avez écartées. Ça se fait comment? Par un courrier de notification qui explique pourquoi je ne vous ai pas choisi. Dans ce courrier, on va retrouver notamment en annexe notre fameuse décision motivée d'attribution. L'information est publique et doit être communiquée. On aura ensuite la conclusion du marché.
la conclusion du marché, c'est donc la naissance du lien contractuel entre vous, pouvoir adjudicateur, et l'adjudicataire, la société qui aura remporté le marché. Vont s'en suivre le cautionnement. Cautionnement, c'est une garantie financière qui doit être apportée par l'adjudicataire désigné pour la correcte exécution du marché. C'est 5% du montant du marché qu'il va devoir bloquer à titre de garantie. S'il s'exécute mal, vous allez pouvoir aller puiser sur ce cautionnement sur simple demande. Ensuite, différents ou un seul bon de commande. On imagine un marché de médicaments, on peut avoir des bons de commande très multiples qui partent tout le temps. Une fois que le marché public a été attribué dans les règles de l'art pour une durée de 4 ans, mes bons de commande partiront à chaque fois très simplement puisque tout sera fixé dans le contrat de base. Les réceptions en marché public, chose très importante également, à chaque fourniture, à chaque service presté ou à chaque travaux exécutés, il va falloir voir et réceptionner si ce qui a été livré, presté ou exécuté correspondent bien au contenu de l'offre et du cahier spécial des charges. Il est beau d'avoir une belle offre, il est très bien de recevoir ce qui était prévu dans l'offre, évidemment. Vous aurez donc 30 jours, c'est prévu par la réglementation, pour accepter ce qui vous a été livré. 30 jours pour vérifier les fournitures qui ont été livrées. Suite à cette réception, seulement si j'ai réceptionné et j'ai été d'accord avec la qualité présentée, alors je procéderai au paiement. Et dans votre cas, on a une règle spécifique. Vous avez 60 jours à dater de l'échéance du premier délai de vérification, donc de nos fameux 30 jours, pour procéder au paiement. Donc, in fine, 30 plus 60, ça veut dire 90 jours à partir de la livraison. Pour les autres pouvoirs adjudicateurs, c'est en principe 30 jours. Vous avez une exception au niveau des soins de santé, vous avez 60 jours de paiement. Cela provient d'une autre directive européenne qui est relative à la lutte contre les retards de paiement dans les transactions commerciales, tout simplement. Maintenant, quelle est la situation? Je vous ai dit, cette réglementation est entrée en vigueur le 1er juillet 2013. Cependant, une série d'hôpitaux ont conclu des contrats privés sans respecter cette réglementation avant le 1er juillet 2013. Tout à fait logiquement, ils ont bien dû fonctionner. Quel va être le sort de ces contrats qui ont été conclus avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi? Il y a un principe assez simple qui est prévu par le Code civil qui dit « La loi ne dispose que pour l'avenir. En principe, on ne peut pas donner d'effet rétroactif à une loi. » Ce qui veut dire qu'on a un principe de sécurité juridique. On ne peut pas remettre en cause les contrats que vous avez conclus avant le 1er juillet 2013. Les conséquences sont simples. La nouvelle loi sur les marchés publics s'applique aux situations qui sont postérieures à son entrée en vigueur, donc à tous les achats qui s'opèrent depuis le 1er juillet 2013. Par contre, la nouvelle loi ne produit pas d'effet aux contrats qui ont été conclus avant. Il existe 3 exceptions à cet article 2 du Code civil, donc à ce principe de non-rétroactivité. Tout simplement, dans le premier cas, le législateur peut décider que la loi a bel et bien un effet rétroactif, et donc dire que l'article 2 du Code civil ne s'applique pas. Je vous rassure, ce n'est pas le cas de la loi sur les marchés publics. Ce n'est pas le cas de la loi du 15 juin 2006. Le législateur peut aussi décider que la nouvelle loi s'applique au contrat en cours. C'est possible. Je vous rassure, ce n'est non plus pas le cas de la loi sur les marchés publics. Troisièmement, lorsqu'une loi est impérative, elle s'applique immédiatement au contrat en cours également. De nouveau, je vous rassure, la loi sur les marchés publics n'est pas une loi impérative. Quel est donc concrètement le sort de vos contrats qui ont été conclus avant? La réponse n'est pas forcément claire. En tout cas, le principe de non-rétroactivité doit s'appliquer, ce qui veut dire que tous vos contrats qui ont une durée déterminée vont en principe pouvoir être exécutés jusqu'à leur terme. Attention quand même qu'il n'ait pas une durée excessive. Si vous avez des contrats d'une durée de 20 ans, ça me paraît quand même être un peu excessif au regard de la loi sur les marchés publics. Et tous les contrats à durée indéterminée sans justification, selon nous, selon nos conseils, il sera plus prudent de les remettre en compétition par biais d'un marché public dans un délai raisonnable, rapide. On dit, attention, la loi date quand même de 2006, donc pour moi, je dirais dans maximum une période de 4 ans
qui suit le 1er juillet 2013, puisque les marchés publics marchent par coup de 4 ans. Ce qui veut dire que pour tous vos contrats privés que vous avez conclus avant le 1er juillet 2013, vous êtes couverts jusque 4 ans après leur entrée en vigueur. Pas de souci à ce niveau-ci. Par contre, il existe un risque, et je voulais quand même vous le mentionner, c'est qu'on a vu qu'il y avait une phrase qui avait changé dans la loi du 15 juin et qu'on a dit « l'entité, quelle que soit sa forme et sa nature ». J'ai donc dit « c'est nouveau », ça veut donc dire maintenant que peu importe que l'hôpital ait une forme d'SBL, de SCRL ou qu'elle soit une entité de droit privé, elle devra respecter la réglementation des marchés publics. Sachez quand même que cette phrase, ce petit bout de phrase, quelle que soit sa forme et sa nature, n'existait pas avant. Mais il existait déjà une controverse pour certains types d'institutions qui, selon la Cour de justice, étaient déjà soumis à la réglementation des marchés publics. Personne ne la respectait, mais certains d'entre vous devaient déjà la respecter. Donc, le risque est que face à un recours éventuel ou à un contrôle, l'entité contrôle si, dans l'ancienne loi du 24 décembre 1993, vous n'étiez déjà pas à considérer comme un pouvoir adjudicateur et que donc à ce moment-là, vous auriez déjà dû respecter la réglementation des marchés publics. C'est un risque qui existe. Je vous fais mention. Donc, la conclusion, passez au marché public le plus vite possible. Essayez de ne plus garder de contrat privé pour une durée trop excessive. Je vous disais 4 ans, c'est un conseil, c'est le maximum. Les conséquences de la soumission à la réglementation des marchés publics, on l'a vu, on va un peu répéter ce qu'on a vu. La conséquence directe est qu'il faudra respecter les procédures prévues pour l'ensemble de vos activités. J'insiste, l'ensemble de vos activités, travaux, fournitures ou services. Dès le moindre euro dépensé, on dit souvent mais c'est un achat de 100 ou 3000 euros, dès le moindre euro dépensé, une procédure spécifique doit être respectée. Au plus le montant du marché va être élevé, au plus la procédure va devenir contraignante et compliquée. Au plus le montant est faible, au plus la marge de manœuvre va être étendue et notamment on pourra négocier, on le verra, jusqu'à 85 000 euros. C'est une exception. Les conséquences indirectes, évidemment une nécessité de maîtriser cette législation en matière de marché public. Vous ne pouvez plus faire d'achat à l'aveugle, vous devez connaître le contenu de ces différents textes légaux qu'on a vus. Cette loi du 15 juin 2006, ces arrêtés royaux doivent être connus par vos services. Une surcharge de travail, on ne peut s'en cacher, les marchés publics ne vous facilitent pas la tâche, ce n'est pas une mince affaire de respecter cette réglementation, ce n'est malheureusement pas un choix, je vous dis, c'est une obligation. Vous pourriez donc être condamné si vous ne le faites pas, et notamment en tant que membre du personnel d'un hôpital, condamné pénalement et personnellement, ce qui est très important, non pas que votre institution, mais également vous en tant que personne, si vous ne respectez pas cette réglementation et que, par exemple, vous attribuez le marché à la compagnie de votre épouse qui est indépendante, par exemple, pour corruption, qui est une infraction pénale. Donc faites quand même bien attention à ce niveau-là. Donc une surcharge de travail administrative, mais également technique également, puisqu'un bon marché public est pour moi une bonne collaboration entre un juriste ou un administratif qui connaît cette réglementation, mais également un technicien qui sait de quoi il parle. Puisque si moi je dois acheter des médicaments demain, je serai compétent pour rédiger la partie administrative, je n'y connais rien en matière de composition d'un médicament. Il faut donc que ces deux personnes-là se mettent autour de la table pour pouvoir faire un contrat ensemble qui tienne la route. C'est ça le plus important aussi dans un marché public. Le technicien ne peut pas s'en sortir sans le juriste et le juriste a besoin du technicien pour pouvoir rédiger un cahier spécial des charges conforme et en tout cas obtenir ce qu'on entend obtenir. La nécessité également de mettre en place des systèmes de contrôle des dépenses et des fournisseurs de manière à ne pas conclure de marchés irréguliers. Toute une série de contrôles. Chaque décision doit passer par un organe de contrôle qui va contrôler la légalité de cette décision. Dans les administrations classiques pour lesquelles on travaille depuis très longtemps, tout ce qui est commune ou province, on a un système bien rodé de contrôle, de tutelle. Avant de publier chaque décision, une instance de contrôle contrôle ce contenu avant même qu'il ne prenne des effets. Donc c'est important aussi dans votre hôpital de prévoir ces contrôles afin d'éviter qu'on ne publie des choses illégales ou qu'on attribue des marchés de façon complètement illégale puisque la responsabilité de votre institution en dépend.
En clair, il faut créer un service d'achat qui soit performant, créer un service d'achat qui soit au fait de la législation des marchés publics et non plus simplement de bons négociateurs comme par le passé. Quelques recommandations afin de gérer ces conséquences. Tout simplement, identifier le personnel qui va pouvoir être chargé de la gestion des marchés publics. Est-ce que vous avez en interne des personnes qui sont susceptibles de pouvoir gérer tout cela, ou est-ce qu'il va falloir passer par l'engagement ou éventuellement par des sociétés externes qui peuvent vous aider? Prévoir des formations approfondies au marché public et d'un conseil pour l'ensemble des intervenants qui sont de près ou de loin impactés par le processus. Il faut qu'on comprenne les risques liés au non-respect de cette réglementation, aussi bien pour le médecin qui, lui, a en tête un produit bien particulier et qui n'a pas envie de s'embêter avec ces procédures particulières. Malheureusement, il faut lui faire prendre conscience que ce n'est pas un choix, c'est une obligation, on est obligé de passer par là. Et donc un conseil, former tous les membres de votre personnel, au moins globalement, au marché public pour comprendre de quoi on joue. Élaboration des processus internes de gestion d'un marché, tout simplement, qui va faire quoi et dans quel délai. C'est important de savoir quelle est la responsabilité de chacun, qui va écrire le cahier spécial des charges, qui va publier, qui va évaluer les offres reçues, qui va être le président de séance d'ouverture des offres. Chaque fonction doit avoir un responsable, évidemment. Élaboration de documents types, qui est aussi très important, ce que j'appelle une docutech marché public. On ne va pas à chaque fois réinventer l'eau chaude. À chaque fois qu'on doit acheter des médicaments, il est peut-être bon d'avoir des documents templates, des documents standards qu'on va reprendre pour tous nos achats, notamment des cahiers spéciaux des charges type, des courriers de notification type. C'est tout le temps la même chose qui se reproduit. Donc il est bon de créer une docutech, une base de données pour laquelle on va pouvoir piocher à chaque marché les documents nécessaires. Des PV de réception, PV de manquement, etc. Les différentes procédures maintenant, donc je vous ai dit en fonction du montant du marché, différentes procédures vont s'appliquer. On a différents paliers qui sont tout le temps estimés en euros hors TVA. Hors TVA, c'est important. De 0 à 8 500 €, on dit la réglementation des marchés publics ne s'applique pas. On passe à un marché qu'on appelle sur simple facture acceptée. Ça veut dire quoi? Il faut quand même respecter le principe de mise en concurrence. Donc hors de question de ne s'adresser qu'à une seule firme. De nouveau, adressez-vous à 2, 3 ou plus, c'est encore mieux, sociétés pour opérer une mise en concurrence. Ça ne veut pas dire que vous devez attribuer votre marché au moins cher. D'autres critères peuvent être pris en compte, mais consultez plusieurs sociétés et, comme tout acte en marché public, gardez-en la preuve. Un simple coup de téléphone n'est peut-être pas suffisant. En cas de contrôle, vous ne pouvez pas prouver que vous avez consulté plusieurs sociétés. Donc un petit mail est vachement conseillé par rapport à un coup de téléphone. La deuxième procédure, qui peut être utilisée entre 8 500 et 85 000 €, on a déjà touché un mot, est la procédure négociée sans publicité. C'est une procédure qu'on ne peut utiliser, attention, on ne peut jamais dépasser les 85 000 €. D'où l'importance de bien estimer le montant de son marché. D'où l'importance de prospecter. Je ne peux pas savoir à l'avance à combien va se chiffrer mon marché. J'ai donc besoin des fournisseurs pour pouvoir estimer la valeur. Si je dépasse 85 000 €, je suis en manquement par rapport à la réglementation et beaucoup d'administrations se font condamner parce qu'in fine, elles ont commandé pour 150 000 € et non pas 85 000 € sur l'année. Le juge va dire qu'il s'agit d'un saucissonnage du marché. Vous n'aviez pas le droit d'utiliser cette procédure négociée. Vous auriez dû utiliser une procédure, par exemple, d'appel d'offres et non pas cette procédure-là. Donc très important, ne dépassez jamais ces 85 000 € au moins sur un an, puisque vos besoins doivent être regroupés en marché public au minimum sur un an. Tout ce qui est prévisible doit être regroupé dans un seul et même marché. Donc l'ensemble des médicaments prévus sur l'année d'exercice va devoir faire l'objet d'un seul marché public en principe. Entre 85 000 € et 207 000 € maintenant pour des marchés de fourniture et de services, et entre 85 000 € et 600 000 € pour des marchés de travaux. Donc ici, on voit déjà une différence entre les types de marchés travaux, fourniture, services.
on peut utiliser ce qu'on appelle la procédure négociée avec publicité. Cette procédure négociée sans publicité veut dire quoi? C'est qu'on va pouvoir négocier le contenu des offres reçues, mais qu'il va falloir procéder à une publication. Procédure négociée avec publicité. Avec publicité, une publication. Négocier, je vais pouvoir négocier le contenu des offres. Cette procédure négociée avec publicité est une procédure assez contraignante dans la mesure où elle va s'effectuer en 2 temps. Dans un premier temps, on va opérer une publication où on va reprendre tous les critères de sélection qui vont devoir être remplis pour que les sociétés puissent recevoir dans un deuxième temps mon cahier spécial des charges. Donc les sociétés vont devoir apporter un dossier de sélection en montrant qu'ils sont effectivement en ordre au niveau de l'ONSS, de la TVA, qu'ils ont les références suffisantes, qu'ils ont un chiffre d'affaires assez conséquent, etc. S'ils arrivent à prouver qu'ils remplissent tous ces critères, alors seulement dans un deuxième temps, je leur enverrai mon cahier spécial des charges. À ce moment-là, ils vont leur remettre une offre et je passerai dans l'évaluation. Cette procédure se déroule donc en 2 étapes distinctes, est assez formaliste. Il faudra prendre 2 décisions motivées, une première décision motivée de sélection, puis une deuxième décision motivée d'attribution. Assez formaliste, mais ça a l'avantage de pouvoir négocier le contenu des offres. Il existe maintenant une autre procédure négociée, qui est la procédure négociée directe avec publicité. Il y a juste un mot en plus qui change tout. Le direct, c'est une procédure qui, elle, va se passer en un seul temps. On va publier son cahier spécial des charges au bulletin des adjudications, qui est un annexe au moniteur belge, et de là, les sociétés vont pouvoir remettre une offre directement. Il n'y aura pas une première étape de sélection. La sélection se fera en même temps que la cotation des critères d'attribution. Tout fera l'objet d'une seule et unique décision motivée d'attribution. Donc beaucoup plus rapide, beaucoup moins formaliste. Cette procédure a été créée par le législateur belge. Ce n'est pas prévu au niveau de l'Union européenne. Et donc on a voulu justement pallier à la procédure négociée avec publicité qui est très formaliste et en 2 étapes. On s'est dit, c'est quand même plus important de faire une procédure négociée qui se déroule plus facilement en une seule étape. C'est une très 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 bonne procédure. En dessous de 207 000 € en matière de fourniture et de services et de 600 000 €, on n'utilisera jamais, contrairement à ce qu'on entend toujours, l'adjudication ou l'appel d'offres. Quand on parle de marché public, on parle adjudication, adjudication. L'adjudication ne sera utilisée qu'au-dessus de ce fameux seuil de 207 ou de 600 000 €. Si on peut utiliser une procédure négociée, ne nous encombrons pas avec une procédure d'adjudication qui est beaucoup plus contraignante. Si on dépasse ce fameux seuil de 207 et de 606, de 600 000 €, il ne reste plus le choix. Soit je prends une procédure d'appel d'offres ou une procédure d'adjudication. Quelle est la différence entre les deux? L'appel d'offres va permettre de déterminer plusieurs critères d'attribution. Vous allez donc pouvoir évaluer différentes choses à part le prix. Comme on a dit tantôt, les garanties proposées, les services après-vente, les qualités architecturales, les qualités techniques, etc., etc. L'adjudication est une procédure qui ne permet de ne juger que le prix et uniquement celui-là. L'adjudication est très souvent utilisée pour des travaux. Ce n'est peut-être pas le cas dans les marchés de fourniture ou de services où la qualité du service est peut-être plus importante que le prix en tant que tel. Donc on peut prévoir dans son cahier spécial des charges différents critères avec une pondération respective. Prix 50%, qualité 25%, délai de livraison 25%. Il va falloir dans la décision motivée d'attribution définir pourquoi cette société-là a obtenu 25 sur 25, pourquoi elle a obtenu 20 et pourquoi elle a obtenu 18. Donc il est important de pouvoir déjà réfléchir à ça dès le départ, avant même de publier son cahier spécial des charges, pour pouvoir coter de manière objective ces différents critères. Si j'ai prévu dans le cahier spécial des charges la façon dont j'allais attribuer ces points, qu'est-ce qui était important pour moi, qu'est-ce que j'allais évaluer, ce sera d'autant plus facile pour vous de prendre votre décision d'attribution, mais aussi moins risqué, puisqu'une société était au départ dès le courant et sera moins tentée à introduire un recours en disant « je n'étais pas au courant de comment mon offre allait être évaluée ».
Donc protégez-vous. Au plus on a réfléchi dès le départ en marché public, au moins de problèmes on aura par la suite. Préparer son marché est donc une phase primordiale. Et je vous ai mis ici en bas qu'il existe encore des règles spécifiques. Donc les seuils que je viens de vous montrer sont les seuils généraux. Ces procédures-là sont possibles à partir de ces seuils-là, mais il existe aussi d'autres cas exceptionnels. Par exemple, en matière de médicaments, on utilise souvent le monopole. On va dire, mais pourquoi publier un marché au bulletin des adjudications et le mettre en concurrence si une firme dispose d'un brevet sur tel médicament? Ça n'a pas de sens, il n'y a que elle qui va pouvoir me livrer ce médicament. Ben, il existe une procédure spécifique qui dit, si on arrive à prouver que dans l'Europe, si pas quasi dans le monde, une seule société est capable de livrer ce quoi j'entends obtenir, ben je ne vais pas m'embêter à publier un appel d'offres, mais je vais partir en procédure négociée sans publicité, uniquement avec ce fournisseur-là. C'est une procédure complètement exceptionnelle. Vous devez arriver à démontrer que vous respectez toutes ces conditions et qu'effectivement, il n'y a que lui dans le monde qui puisse vous livrer. Ce qui est quasi un cas d'école, c'est très compliqué à motiver évidemment. Donc ce n'est qu'un cas, il existe d'autres procédures exceptionnelles. On n'aura pas le temps de les voir aujourd'hui, mais sachez qu'il en existe au moins une quinzaine, 15 cas particuliers en plus de ce qu'on vient de voir ici. Voilà, merci de votre écoute. Je ne sais pas si vous avez des questions, je veux bien y répondre. Sinon, nous sommes aussi présents sur le salon. Vous pouvez aussi venir vous poser vos questions. Nous sommes là pour y répondre. On est à 2 ou 3 personnes qui pouvons répondre à tout ça. Donc n'hésitez pas. Est-ce que quelqu'un a une question? Oui. Oui. Vous ne pouvez pas saucissonner un contrat, donc le saucissonnage, ça veut dire que vous devez regrouper tout ce qui est fourniture, services ou travaux similaires, tout ce qui est homogène dans un seul et même marché. Le problème est qu'on n'a pas de définition de qu'est-ce qu'est une fourniture homogène, qu'est-ce qu'est un service homogène ou qu'est-ce qu'un travail homogène. La question est très large, on n'a pas défini, on a dit on va laisser le soin au juge de déterminer qu'est-ce qui est homogène et qu'est-ce qui ne l'est pas. En France, par exemple, on a une définition. On a une classification CPV. Chaque type de fourniture, chaque type de service a un code CPV qui a un code commun vocabulaire en matière de marché public. Et en France, on dit à partir du moment où les 2 premiers chiffres correspondent, ça veut dire que les différentes fournitures sont bel et bien homogènes. En Belgique, ça n'existe pas. À vous de prouver, si vous lancez 2 marchés distincts, que ces fournitures ne doivent pas être considérées comme homogènes pour votre marché. Un conseil, faites une note de lancement interne en motivant pourquoi vous avez agi de cette façon. En cas de contrôle, on va pouvoir aller voir si effectivement vous aviez raison de le faire ou pas. Un critère aussi, c'est est-ce que différentes sociétés sont capables de répondre pour ces différents types de fournitures, oui ou non. Si personne ne peut répondre pour toutes ces fournitures-là, ça me démontre peut-être qu'elles ne sont pas forcément homogènes. Donc c'est un critère, mais effectivement, ce n'est pas très clair. Je t'en prie. Une autre question ? Ben, merci pour votre écoute alors.